Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Idealco pour cette nouvelle webconférence en partenariat avec France Mobilité et Aide Territoire autour du MAS. Je suis Amandine Raffard, responsable de la communauté mobilité chez Idealco. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du MAS. Nous allons dans un premier temps revenir sur son cadre grâce au CEREMA et à transport.data.gouv. Puis, dans un deuxième temps, Transdev illustrera une application du MAS avec l'exemple de Rouen. Et enfin, nous verrons comment financer ces actions avec Capgemini, la Banque des territoires et bien entendu, Aide des territoires. Avant de laisser la parole à nos intervenants, je rappelle à tous les participants que vous pouvez poser vos questions. Il suffit d'utiliser le module questions-réponses en bas de votre écran sur Zoom. Et si vous êtes sur Vimeo, il se trouve à gauche. Surtout, n'hésitez pas à interagir avec nos intervenants. Ils sont un peu seuls devant leur caméra, donc profitez qu'ils soient là, posez vos questions. On prendra les questions à chaque fin de partie. Le webinaire est enregistré. Il sera disponible avec le PowerPoint sur Idealco et également sur la chaîne YouTube de France Mobilité. Jonathan, je te laisse compléter avant qu'on Merci rentre dans beaucoup, le vif du sujet. Amandine. Très bien. Bonjour à tous et ravi de votre présence pour donc la première session des 3 webinaires en mobilité organisés par Aide Territoire et France Mobilité sur donc à chaque fois la thématique des mobilités. Aujourd'hui, comme l'a dit Amandine, nous allons vous parler du MAS, un outil essentiel à l'intermodalité et à la multimodalité. Je me présente rapidement, donc Jonathan Kurtz, et je suis chargé du déploiement du portail Aide Territoire et France Mobilité. Avant de commencer, merci à tous déjà de participer à ce webinaire. Je remercie également Idealco et en particulier Amandine Raffard qui nous a aidé à monter les 3 webinaires qui vont suivre. Et je tiens aussi à remercier, comme l'a déjà fait Amandine, tous les intervenants qui vont co-animer ce temps d'échange, ce temps de présentation. Donc, dans un premier temps, Nicolas Berthelot, qui est responsable du produit transport.datagouv, pardon. Pierre-André Hort, qui est doctorant au CEREMA, Franck Lagru, qui est chef de projet numérique chez Transdev, Emmanuel Brodard, qui est consulting directeur chez Capgemini et qui est en charge du développement de Mon Compte Mobilité. Et enfin, Pierre Auboin, qui est directeur du département infrastructure et mobilité à la Banque des territoires. J'espère que je n'oublie personne. Et donc, rapidement, un petit point sur l'ordre du jour. Aujourd'hui, donc, dans un premier temps, l'idée est de vous présenter tout le cadre du MAS et ses enjeux. Et pour ce faire, nous verrons une définition du MAS, puis nous verrons comment Transport DataGouv met à disposition ces données. Ensuite, nous laisserons la parole au CEREMA, qui nous présentera l'Observatoire du MAS. Nous signerons la fin de la première séquence avec des questions et des réponses. D'ailleurs, comme l'a dit aussi Amandine, les 3 séquences se concluront à chaque fois par un temps de questions et réponses. Nous passerons ensuite à la séquence 2 avec le retour d'expérience de Transdev dans la mise en place du MAS. Et enfin, nous allons finir le webinaire en évoquant tous les différents outils de financement dans le MAS. Dans un premier temps, donc, on aura Emmanuel Brodard qui nous présentera Mon Compte Mobilité. Puis, je vous présenterai donc le partenariat entre France Mobilité et Aide Territoire qui a abouti sur la création d'un portail mobilité sur lequel vous trouverez donc tous les dispositifs de la mobilité, y compris les dispositifs du MAS auxquels vous pouvez prétendre. Et enfin, donc Pierre Auboin vous parlera donc de la démarche de la Banque des territoires qui est dans une logique exploratoire pour créer un financement peut-être s'il y a des opportunités plus systématiques dans ce domaine. Et donc la Banque des territoires est vraiment à l'écoute des autorités organisatrices de la mobilité qui souhaiteraient prendre l'initiative pour développer un opérateur MAS local. Voilà, sinon pour les questions, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat comme l'a dit Amandine. Et je laisse sans plus attendre la parole à Nicolas Berthelot, qui est donc responsable du produit Transport DataGouv, qui va vous présenter quelques enjeux et la définition du MAS. C'est parti. Ouais, merci Jonathan. Du coup, je me suis un peu attelé à la tâche de définir ce que c'était que le MAS, comment on peut voilà, décrire ce que c'est qu'un outil Mobility as a Service. Donc ça, c'est l'acronyme. Je ne l'ai pas redétaillé effectivement dans la slide, mais c'est donc un acronyme comme dans pas mal d'autres secteurs. Il y a le Software as a Service qui part du principe qu'on va développer un logiciel et développer toute une brique de services autour. Là, le Mobility as a Service, c'est un concept qui du coup envisage la mobilité
comme un service et on va voir ce que ça a comme conséquence. Donc, pour rappel, le contexte du développement de ce concept du MaaS, c'est qu'on est dans un cadre de multiplication des modes de déplacement, notamment dans les milieux urbains denses, où il y a de plus en plus donc, de types de véhicules, mais même aussi de manière de réserver ces véhicules. Donc, on peut penser voilà, les vélos en libre service, voire en free floating sur l'espace public. C'est des nouveaux modes de transport qui se sont développés ces dernières décennies. Et donc, ça a pour impact de permettre à des usagers de se déplacer différemment dans l'espace. En parallèle, il y a eu le développement d'outils numériques, de calcul d'itinéraire qui permettent de comparer des alternatives. Et c'est justement un peu, ils font partie intégrante du MaaS, mais on verra que ça va plus loin que ça. Mais du coup, on est quand même dans un cadre où il y a une complexification pour l'usager, dans la mesure où il y a de nombreuses applications qu'on puisse développer mode par mode. Mais du coup, il va falloir sélectionner une application pour chaque mode de déplacement. Donc, l'objectif du MaaS, ça va justement être de rassembler l'ensemble des offres. Et donc, c'est un assez gros changement de perspective parce qu'on n'est pas simplement dans la description de son service, on peut décrire le service d'autres opérateurs et on va s'intéresser plutôt on va centrer l'application autour d'un utilisateur, d'un usager, de la personne qui se déplace. Et elle va avoir accès à un ensemble de fonctionnalités ces fonctionnalités, elles vont pouvoir s'élargir progressivement au sein d'une application. Donc au début, ça peut être simplement du calcul d'itinéraire, puis ajouter une brique qui permettra de payer le titre de transport, de réserver un véhicule, de s'abonner à un service. Et donc ça a pour conséquence du coup de simplifier pour l'utilisateur le passage d'un mode à l'autre sur un même trajet. Et donc voilà, il y a tout un ensemble de fonctionnalités qui sont rassemblées au sein d'outils. En fait, voilà, l'outil MaaS parfait doit être capable d'intégrer non seulement plusieurs modes, mais aussi de nombreuses fonctionnalités. Et donc ça a pour conséquence du coup dans la slide suivante, il y a donc un peu 4 types d'acteurs qui sont impactés par ce type d'outils. Donc, pour les utilisateurs, la principale conséquence, c'est du coup de simplifier l'expérience de la mobilité. Donc, comme je disais, de pouvoir plus facilement se repérer dans les différentes offres disponibles sur un territoire. Donc, à la fois la partie information, mais même la partie du coup paiement et accès directement aux services. Pour les villes, c'est une opportunité assez importante parce que ça peut résoudre des problèmes de congestion, parce que ça va permettre à des personnes d'être au courant du fait qu'il y a par exemple un axe qui est plein, du coup il va y avoir du retard, du coup il vaut mieux utiliser un autre mode et donc de valoriser d'autres modes de transport pour éviter voilà, ce type de phénomène. On peut aussi mettre en valeur des aspects comme la pollution ou le stationnement. Et donc, pour les villes, ça peut représenter une assez grosse opportunité d'améliorer ces volets-là. Pour les opérateurs traditionnels de transport, donc voilà, les sociétés de bus, les sociétés ferroviaires, ça peut leur permettre, ces outils MaaS leur permettent de faire évoluer leur positionnement sur de nouveaux modes, donc potentiellement intégrer de nouveaux services à leur offre, ou bien repenser leur façon d'être en relation avec leurs usagers, donc en ayant une meilleure connaissance de leur trajet, en ayant une meilleure connaissance de leur localisation. Donc, les outils MaaS permettent ça. Et enfin, pour les nouveaux acteurs comme les startups, mais en fait n'importe quel nouvel acteur qui s'intègre dans le domaine des transports, soit dans le cas des startups qui ont développé comme Uber un haut niveau de traction, par exemple, qui du coup, parce qu'elles ont un service de mobilité qui a fonctionné, le MaaS va leur permettre de diversifier leur offre et de mettre en valeur d'autres véhicules et donc glaner toujours plus d'utilisateurs. Pour les plus jeunes qui n'ont pas forcément même de dispositif de mobilité, le MaaS ils peuvent être comment on pourrait dire, des pure players, des acteurs qui se concentrent sur en fait toute la partie développement de l'outil MaaS en développant des accords avec différents acteurs comme les réseaux de transport, comme les services de véhicules en libre service, développer des accords pour permettre la réservation dans leurs applications et en fait glaner, du coup, fait rassembler les utilisateurs autour de leurs outils.
voilà grossièrement pour résumer ce qu'était le MAS. Pour en venir à Transport Data Gouv, donc Transport Data Gouv, c'est un projet public porté par le ministère des Transports depuis 2017. Et il a fait face du coup à un premier volet de la problématique MAS, qui était l'absence d'informations disponibles dans les applications grand public, hein, comme Google Maps ou Apple Plan ou Ear Maps, ou ce genre de MAPI. Il y a très peu d'informations, il y avait en tout cas à l'époque très peu d'informations concernant d'autres modes que la voiture finalement. Et donc un des premiers volets auxquels a essayé de s'attaquer Transport Data Gouv, c'était de rassembler les données de mobilité au sein d'une même plateforme, plutôt que sur plusieurs plateformes open data, de les rassembler sur un seul site dans un format homogène, ce qui permet du coup à ces applications d'utiliser de manière facilitée des données fiables sur les horaires des transports en commun et, comme vous allez le voir, sur d'autres volets désormais, qui permet du coup, voilà, grâce à ces informations, alimenter leurs applications pour informer leurs utilisateurs. À la slide suivante, du coup, donc si on peut résumer nos 3 missions, il y avait un premier volet qui était de sensibiliser les acteurs, les producteurs de données. Donc en l'occurrence, c'était essentiellement les AOM, les autorités organisatrices des mobilités, qui sont soit au niveau local, donc à l'échelle de l'EPCI grossièrement, ou bien à l'échelle de la région. Et donc de les sensibiliser au fait qu'ouvrir leurs données permettrait de voir leur offre valorisée dans des applications de ce type, et aussi de les accompagner techniquement, hein, sur la mise à disposition de ces données qui sont dans des formats techniques, et donc parfois il y avait besoin d'assistance pour ça. Il y avait un deuxième volet qui était donc de travailler en proximité avec les réutilisateurs, donc là les applications que j'ai citées précédemment, pour être capable de déployer leur système d'information voyageurs dans de nouveaux territoires. Donc, voilà, c'est typiquement avec la société canadienne Transitap. Voilà, on est en relation avec eux pour qu'ils soient au courant des nouvelles données qui sont disponibles, quand même il y a un site web qui leur permet d'avoir un suivi. Parfois, ils ont des demandes spécifiques parce qu'ils repèrent qu'il y a par exemple des défauts de qualité sur certains jeux de données. Donc, on a une relation directe avec les réutilisateurs. Et du coup, en fait, ça nous permet de faire cette troisième mission, qui est d'agir comme tiers de confiance, d'être point de pivot entre les personnes qui détiennent l'information et les personnes qui les réutilisent, pour du coup en fait améliorer l'information. Le résultat aujourd'hui, c'est on a plus de 330 réseaux urbains et interurbains qui ont publié des données sur notre site web, donc ou en open data, donc réutilisable. 6 compagnies de bus longue distance, des réseaux de trains, les réseaux nationaux, hein, principalement. On a commencé à faire des choses sur le transport aérien, mais c'est encore tout à fait embryonnaire. On va peut-être avancer sur ce volet-là dans les prochains mois. On commence à avoir des données aussi sur le transport maritime, essentiellement fluvial. Donc là, encore une fois, quand on mentionne transport, on est essentiellement sur de la mobilité individuelle. On n'est pas sur du fret. Et ensuite, on entretient 3 bases nationales qui sont des fichiers qui recensent soit des lieux de stationnement, en l'occurrence des parkings en ouvrage, où là aujourd'hui on est à plus de 700 d'ailleurs parkings dans 17 agglomérations. On a également une base d'aires de covoiturage sur laquelle on a d'ailleurs, je vois que c'est pas à jour, on a plus de 8000 aires de covoiturage dans environ 80 départements, et une base assez importante de bornes de recharge électrique. Donc là, c'est donc pour les IRVE, c'est devenu même obligatoire de produire des données sur les bornes de recharge. Et donc, on entretient cette base nationale qui contient plus de 12 000 bornes. Donc ça, c'est pour des données qu'on dit théoriques, qui ne changent pas toutes les minutes. On a également des données temps réel sur une soixantaine de réseaux de transport. Donc là, pour le coup, on va avoir une mise à jour en direct de à quelle heure va vraiment passer le bus, ou bien combien il y a de vélos actuellement à la station de vélos en libre service. Et donc, pour terminer, dans nos chantiers assez centraux du moment, on a tout un chantier sur tout ce qui va être free floating. Donc, on commence à avoir des jeux de données depuis TIR et Pony, qui sont des opérateurs privés, qui sont aussi soumis à des obligations de publication de données, et qui, du coup, on partage des informations concernant leur flotte. Et enfin, on travaille également sur les zones à faible émission actuellement. C'est un nouveau dispositif sur lequel, du coup, il est nécessaire d'informer les automobilistes, ou de manière générale, voilà, les gens qui sont en déplacement, de l'existence d'une zone à faible émission
contraint la circulation à certains types de véhicules. Et ce n'est pas mentionné ici, mais il y a quand même un gros chantier sur les aménagements cyclables et tous les équipements de stationnement, où on a développé donc des schémas nationaux qui permettent de standardiser ces données et sur lesquels on a déjà une première base nationale concernant l'ensemble des pistes cyclables en France qui permettent du coup d'être intégrées dans des applications comme GeoVélo, qui sont partenaires aussi de ce projet, et également tout un chantier sur le stationnement cyclable. Donc là, pour le coup, un recensement de tous les équipements qui permettent de garer les vélos. Et donc ça, c'est également de la même manière que tous nos projets, avec une logique de standardisation, d'homogénéisation des données pour faciliter leur intégration dans des applications. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des activités de transport DataGouv. Voilà, on est une équipe de 8 personnes et on est à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur l'ouverture des données sur vos territoires. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation. Et on a déjà une question qu'on verra juste après la présentation, du coup, de Pierre-André Hort, qui est doctorant au CEREMA, qui va continuer donc, et nous présenter l'Observatoire du MAS. La parole est à vous, du coup, Pierre-André. Donc, bonjour à tous. Donc oui, je suis donc doctorant au CEREMA Hauts-de-France et je m'intéresse au MAS tout particulièrement sous l'angle de la gouvernance. Alors, je remplace aujourd'hui Laurent Chevreau qui devait intervenir et qui a eu un empêchement. Donc, c'est possible qu'il y ait certaines questions auxquelles je n'ai pas la réponse, mais je ferai un plaisir de lui transmettre et de vous donner ensuite par la suite la réponse. Donc, alors le MAS, c'est un réel sujet d'intérêt pour le CEREMA, car c'est un instrument qui est en pleine expansion aujourd'hui et dont l'objectif, c'est d'atteindre une mobilité qui va être plus durable en proposant une alternative à la voiture individuelle et donc en réduisant les externalités négatives de ces dernières. Par son caractère récent, c'est un instrument qui va poser question, tant du point de vue de la technique que sur le plan de la gouvernance, et donc il est extrêmement intéressant de l'étudier. Et c'est donc dans ce contexte qu'est né l'Observatoire du MAS que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, pour la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, l'Observatoire du MAS, c'est une initiative qui va être pilotée par le CEREMA, donc le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, qui est un établissement public à caractère administratif, qui est sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des territoires. Donc, c'est une démarche partenariale qui implique donc le ministère de la Transition écologique via la DGITM, donc la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, qui va orienter le CEREMA. Il y a aussi différents partenaires qui sont le GART, l'UTP, la FNTV, l'Alliance des mobilités, la DCET, Syntec Ingénierie ou la ATEC ITS, ainsi que plusieurs dizaines d'acteurs qui vont être compétents sur le domaine de la mobilité et qui vont être des partenaires qui vont compléter cette démarche. Donc, cette démarche, elle a pour objectif de partager des connaissances sur le MAS et les thématiques qui lui sont liées. Voilà. Donc, je peux avoir une diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, et en pratique, de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle d'observatoire du MAS? Alors, tout premièrement, c'est un outil initialement de référencement et de partage d'informations sur les systèmes qui tendent vers le MAS. Donc, par cela, on va entendre tout ce qui est système d'information multimodal régionaux, urbains, et aussi les principaux SIM privés, mais aussi les systèmes de biéthique des collectivités. Et à cela, on va ajouter les premiers systèmes MAS français, ainsi que les embryons de MAS. Donc, cet observatoire, il prend la forme d'un site Internet au sein duquel il va y avoir des différents systèmes qui sont référencés et accessibles, soit à l'aide d'une carte interactive, comme vous pouvez voir sur la gauche, soit aussi à l'aide d'une liste. Diapo suivante. Donc, en pratique, chaque système, il va avoir une fiche détaillée au sein de laquelle il est possible de trouver de nombreuses informations. Alors, ces systèmes, ils sont analysés suivant 4 grands critères. Donc, le premier critère, c'est l'information, pour savoir est-ce que dans le système, il y a des informations en temps réel, une recherche d'itinéraire, dans ce cas-là, quels sont les modes disponibles, quelle intermodalité va être possible, quel système de personnalisation peut être mis en place. Deuxième critère, c'est l'achat. Donc, l'achat, est-ce que l'achat peut se faire en ligne, sur une application, par SMS, directement avec une carte bancaire dans le cas de l'open payment, par exemple? Est-ce qu'il y a des abonnements? Est-ce qu'il y a du post-paiement? Savoir quels sont les différents modes qui vont être concernés par ces possibles dispositifs. Le troisième critère, c'est l'accès
avec un smartphone ou une carte. Et donc, ils s'interrogent pour savoir quels sont les différents supports et les technologies de validation qui vont être disponibles. Alors, c'est-à-dire le mobile, une carte spécifique, les technologies NFC, l'open payment, les QR codes, l'auto-validation, tout ce genre de choses. Ensuite, le dernier critère, c'est l'intégration multimodale. Et on s'interroge, on regarde pour savoir s'il y a des tarifs ou des abonnements multimodaux qui sont proposés. Est-ce qu'il y a des comptes utilisateurs uniques qui sont aussi présents sur cette plateforme et sur le système. Donc, il faut savoir que tous les systèmes régionaux français sont décrits, tout comme de très nombreux systèmes urbains, publics et aussi des systèmes privés. Et on a aussi 3 systèmes internationaux. Donc, outre ces informations, l'Observatoire il va aussi recenser tous les acteurs qui sont impliqués sur chacun de ces projets, ce qui va permettre de donner de la visibilité, de mettre en avant les différentes parties prenantes à cet observatoire et aux différents projets qui sont référencés. Donc, il est extrêmement intéressant pour une collectivité ou pour un système privé d'être référencé, car ça permet de donner de la visibilité sur le système lui-même, mais aussi une visibilité aux acteurs qui sont impliqués pour savoir ce qui peut se faire ailleurs. Diapo suivante. Donc, outre cet outil de référencement et d'information, l'Observatoire du MAS, c'est aussi porter une réflexion prospective sur le MAS à travers, alors pour le moment, 4 groupes de travail qui sont pilotés par le CEREMA et qui portent le label Observateur du MAS, groupes de travail qui sont aujourd'hui quasiment terminés. Donc, alors ces groupes de travail, premièrement, il y a MAS et covoiturage. Donc, on s'interroge pour savoir de quelle manière l'intégration des différents services de covoiturage va s'intégrer, va se dérouler dans les services numériques multimodaux comme les SIM ou un MAS quand il est complet. Le deuxième groupe va traiter de la gouvernance. Et dans ce groupe-là, on s'interroge pour savoir quelles sont les différentes relations contractuelles qu'il y a et de travail qu'il y a entre les collectivités, les opérateurs de masse, les territoires, les opérateurs de mobilité. Le troisième groupe concerne les usages. On se demande quelles données et quels outils peuvent être utilisés pour mesurer l'usage des différents outils numériques qui s'approchent du MAS. Et le quatrième groupe concerne la mutualisation. L'autre nom, c'est aussi MAS local et régional. Et donc, on se demande comment est-ce que le MAS va s'articuler entre les différentes échelles territoriales. Donc, ainsi, par exemple, pour détailler, on a un groupe de travail qui était chargé de travailler sur le covoiturage. Et donc, dans ce groupe de travail, les différents acteurs se sont intéressés pour savoir quelle est la manière de rendre visible ce mode de déplacement dans les différentes plateformes multimodales, quelle est la manière de l'intégrer dans les recherches d'itinéraires intermodaux qui vont par exemple comprendre des transports collectifs ou comment intégrer le covoiturage au sein d'un titre de transport ou d'un support unique. Donc, des acteurs au profil assez variés ont été invités à participer à ces différents groupes de travail et ont contribué à la rédaction de rapports présentant les résultats obtenus. Donc, alors, on a déjà 2 rapports qui ont été publiés et qui sont disponibles sur le site de l'Observatoire du MAS. Alors, il s'agit de ceux qui correspondent au groupe de travail sur masse et covoiturage, ainsi que mutualisation, masse locale ou régionale. Donc, ces 2 rapports, ils ont été présentés à l'occasion d'un webinaire qui s'est tenu le 10 juin dernier. Alors, le replay est disponible, donc je vous invite à le consulter si vous êtes demandeur de plus de détails. Il y a aussi un autre webinaire qui est prévu, donc lui, pour le 21 octobre prochain, et qui va présenter le résultat des 2 autres groupes de travail, donc gouvernance et usage. Alors, outre ces 4 rapports, il y a une démarche plus générale qui est aussi des enseignements qui sont tirés de ces groupes de travail. Donc, ainsi, il y a quelques semaines, il y a une analyse qui a été publiée sur la situation du MAS en France au 1er janvier 2021 et je vous invite vivement à consulter si vous êtes intéressé par le MAS. Donc, l'Observatoire il a pour ambition aussi de continuer à se développer et à proposer d'autres analyses. Nous pourrions imaginer de nouveaux groupes de travail sur les périmètres des MAS ou sur l'ergonomie des plateformes, par exemple. Et nous sommes particulièrement ouverts aux propositions thématiques explorées autour du MAS. Ainsi, si certains participants sont demandeurs d'éléments de connaissances plus poussés, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter afin que nous vous redirigions vers des travaux qui sont déjà réalisés ou que nous lancions des nouvelles initiatives, par exemple un nouveau groupe de travail, voire même que nous vous proposions un accompagnement plus poussé, comme nous le faisons déjà avec certaines collectivités, par exemple. Nous sommes vraiment intéressés à l'idée de recenser les besoins des acteurs du MAS et des territoires, notamment on a pas mal de besoins. Alors, on a des besoins d'analyse et d'études, notamment sur les besoins d'analyse et d'études. On pourrait savoir par exemple, quelles sont les différentes thématiques que vous aimeriez qu'on explore, quels sont les problèmes concrets que vous vous posez, quels sont vos besoins opérationnels. Aussi, il y a des besoins d'échange, de retour d'expérience, mais on aimerait savoir sur quels aspects, par qui.
Nous pouvons aussi, donc, on aimerait aussi avoir des retours sur des besoins d'accompagnement dans les réflexions et aussi des retours sur les besoins d'accès aux différentes ressources qu'on a pu produire, donc différents documents, webinaires, contacts. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je vous ai mis sur cette diapositive les différents liens avec les différents rapports et sites dont je vous ai parlé durant cette présentation. Donc, vous pourrez les consulter si vous le souhaitez. Et il ne faut aussi pas hésiter à nous contacter, donc soit Laurent Chevreau, soit moi-même, et nous pourrons ainsi vous répondre aux questions que vous ne pourrez pas poser aujourd'hui. Merci beaucoup, Pierre-André, pour cette intervention. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole du coup. Ah, je suis allé trop loin. Je vais laisser la parole du coup à Amandine qui va poser les questions à nos intervenants. Je crois qu'il y en a, il me semble. Oui, super, merci. Alors déjà, il y a Monsieur Richer qui nous partage le lien vers l'Observatoire du MAS, donc surtout n'hésitez pas à y aller. Si je comprends bien, Monsieur Horst, ça vous intéresse le retour d'expérience, donc encore une fois, à toutes les personnes connectées, n'hésitez pas à lui adresser aussi vos retours d'expérience. On avait une question de Monsieur Delaforge pour Nicolas. Pourriez-vous répéter les noms des opérateurs de free floating? Oui, alors c'était ceux qui vont ouvrir des données. Il y a Pony qui a déjà publié des données sur, alors il me semble que c'est Paris, Grenoble, Bordeaux. Enfin, ils ont 4 territoires sur lesquels ils ont déjà ouvert leur API. Donc, c'est référencé sur notre site dès aujourd'hui. Et TIR, donc je vais vous mettre le lien directement ici. Et TIR également qui va publier très prochainement des données. Donc, ça nous fait déjà 2 premiers opérateurs et on attend des nouvelles d'autres comme Uber avec qui on est en contact, mais pour lesquels c'est toujours des sujets plus juridiques que techniques de leur côté, où quand bien même il y a une obligation d'ouverture des données et de mise à disposition au moins au territoire sur lesquels ils développent leur service, ils ont des résistances concernant les licences et il y a parfois certains freinent, mais on est quand même dans un cas où à partir du moment où il y a eu de première publication, ça pousse. Ça pousse les autres à suivre, si les autres le font. Donc on est plutôt optimiste. Super, merci beaucoup. De toute façon, je suppose qu'on va pouvoir suivre tout nouveau set de data sur transport.data. C'est ça, exactement. Parfait. Alors, c'était la seule question qu'on avait, donc je rappelle aux participants qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions. Zoom et Vimeo, c'est pareil, dans l'onglet QR. On les prendra à chaque fin de partie. Si vous en avez encore pour Monsieur Berthelot ou Monsieur Horst, surtout, n'hésitez pas, on pourra toujours On revenir, reste là. voilà, leur poser des questions. Jonathan, je te laisse. Super, merci beaucoup en tout cas. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Franck Lagru, chef de projet numérique chez Transdev, qui va nous partager son retour d'expérience de Transdev, du coup, dans la mise en place du MAS. C'est à vous. Ok, merci Jonathan, bonjour à tous. Oui, alors sur Rouen, en fait, on n'a pas un retour d'expérience de finalisé, puisque comme le titre de la slide le laisse penser, effectivement, on est encore sur un MAS en construction. On a en fait un projet effectivement de longue haleine, c'est-à-dire que le MAS a commencé à émerger dans l'esprit de notre OM, donc la métropole Rouen-Normandie, en 2017, qui nous a sollicité pour contacter un peu tous les acteurs locaux, faire déjà un état des lieux et une première vision en fait de la maturité des différents acteurs, à la fois numérique, organisationnel, enfin à tout niveau. Je pense notamment aux 2 compagnies de taxis qu'on a sur notre réseau, les taxis jaunes et les taxis blancs, puisque ça faisait partie effectivement des types de solutions qui ont été pensées pour être intégrées dans un MAS, hein, et ça a toute sa place ici. Donc voilà, donc on a fait tout ce tour, on a été voir Deco, on a un peu regardé tous ces éléments-là, on a fait un retour sur cette maturité-là, et donc ça a contribué à alimenter cette réflexion. Et puis, tout à coup est arrivé l'appel à projet, donc TIGA, porté notamment par la Caisse des dépôts et des consignations. Et là, on est passé dans une autre dimension, c'est-à-dire que
au-delà du MAS, qui est notre sujet aujourd'hui, sont venus se greffer d'autres éléments. Alors, j'en ai cité quelques-uns, hein, les super manzanas sur le modèle barcelonais qui consiste en fait à avoir des îlots de tranquillité à l'intérieur des communes, puisque l'un des objectifs du MAS est de TIGA, donc TIGA, Territoire d'innovation Grande Ambition, pour ceux qui ne connaissaient pas l'acronyme. C'est une façon de repenser la mobilité à l'intérieur dans l'hypercentre. Le but avoué est de diminuer la part modale de la voiture pour favoriser les autres modes. Donc le MAS prend tout son intérêt ici, mais couplé à d'autres réflexions. Donc, comme je parlais donc, du Super Manzana, le véhicule autonome est aussi une brique importante de cette réflexion. La gestion du dernier kilomètre, parce qu'effectivement, ça peut engendrer beaucoup de mobilité, et en particulier sur des véhicules, livraison et autres. Et également une brique hyperviseur, donc j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure sur le sujet. TIGA, c'est aussi un autre budget, puisque au début, c'était parti sur on parlait en centaines de kilos d'euros. TIGA, c'est plutôt en millions d'euros, donc par rapport au périmètre un peu plus grand. Donc, voilà, deux approches, donc cette dimension un peu plus grande que le MAS, mais on va aller plus précisément dans le MAS. Et je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. OK. Alors, je vous ai laissé ce tableau qui est absolument illisible. Hein, c'est une erreur à ne jamais faire sur un slide, mais je l'ai laissé volontairement. Pourquoi c'est simplement pour montrer qu'est-ce que montre ce tableau. On ne va pas rentrer dans le détail et tout lister, mais l'ambition de la métropole est forte, c'est-à-dire qu'on voit simplement transparaître derrière ces ronds et ces lignes et ces colonnes que sur en fait un parangonnage, on a en fait différentes briques qui sont implémentées sur certains réseaux. L'ambition de la métropole, on le voit tout à droite, c'est de cocher toutes les cases. D'accord ? Donc il y a une dimension dans TIGA et dans le MAS, en fait, d'arriver à offrir sur le territoire de la métropole l'intégralité des services qui ont pu être référencés. Donc, on en a un peu parlé tout à l'heure, Nicolas, et on a un peu parlé tout à l'heure sur la partie, effectivement, cadre et objectif du MAS, de l'information horaire, du calcul d'itinéraire, du trafic, prédiction, brique billettique, planification. Enfin, je ne vais pas tous vous les relire. Il y a, je pourrais mettre le lien tout à l'heure du cahier des charges du MAS et de TIGA en général. Vous aurez beaucoup plus d'informations là-dessus. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Alors, derrière, en fait, cette réflexion du MAS qui, encore une fois, est en construction, on a un certain nombre de points de vigilance qui vont apparaître. Ces points de vigilance vont être notamment situés autour, là j'ai essayé de faire un nuage de mots, si on les prend par exemple, c'est le référentiel. Alors, le référentiel, c'est une donnée assez technique, assez propre aux opérateurs de mobilité comme peut l'être Transdev, mais qui va prendre une dimension complémentaire. Je vais m'expliquer. Le référentiel dans nos métiers, c'est en fait d'être sûr d'avoir, par exemple, si on prend une base arrêt qui permet de desservir au travers des lignes et des courses offertes aux voyageurs, qui va permettre de desservir tel ou tel quartier. C'est déjà compliqué des fois en interne d'avoir une base qui est consistante, solide, vérifiée, etc. On imagine bien que quand on va avoir plusieurs opérateurs qui vont venir sur le sujet, ce référentiel va devenir en fait une brique importante à maintenir. L'exemple typique, c'est j'ai un code arrêt à un endroit. Si ce même code est utilisé pour désigner un autre arrêt, on va commencer à avoir une info qui devient non pertinente et induire en erreur si elle n'amène pas à cracher les applications. Donc, il y a toute cette logique-là qui est importante. On a parlé de la gouvernance sur la partie CEREMA et je trouve que c'était très important effectivement de le mettre en avant puisque la gouvernance du sujet
pour la métropole, par exemple, il y a plusieurs niveaux où on peut comprendre la gouvernance. Il va y avoir la gouvernance politique, se réapproprier, je ne sais pas si le terme est peut-être un peu fort, mais une volonté en tout cas affichée de la métropole d'offrir une ville apaisée et pour ça, d'offrir les modes de transport qui permettent aux gens d'éviter la voiture, mais qui permettent d'éviter également des opérateurs privés, alors très intéressants au niveau individuel, mais qui au collectif vont avoir des effets de bord. Je pense notamment à Waze. Waze, je l'utilise très régulièrement, c'est super intéressant pour moi en tant qu'utilisateur individuel, mais si on réfléchit au niveau collectif, on peut avoir des effets de bord qui sont que j'ai un problème sur mon itinéraire principal, eh bien, il va avoir tendance à me diriger vers un chemin qui va être plus rapide pour moi, mais qui va envoyer tout un tas de gens qui l'utilisent et qui potentiellement vont passer par du quartier résidentiel et engendrer des nuisances. Donc, comment trouver le juste équilibre entre j'offre un service de qualité, mais je maintiens aussi la tranquillité des habitants de ma métropole ou de mon territoire. Donc, on a ce niveau-là. Et après, la gouvernance, on va aussi l'entendre. Alors, si je vais un peu vite, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai tendance des fois à partir très vite, mais on va aussi l'entendre dans la logique de gouvernance des opérateurs participant aux masses. D'accord ? Et même chose, comment le gérer, on le verra dans la slide d'après, puisque c'est celle que je mettais en avant. Les points de vigilance et également les fonctionnalités, c'est quel type de fonctionnalité offrir dans un MAS. On peut très bien se dire, tiens, je veux offrir une vision sur les activités sur mon territoire, donc je vais avoir un effet de masse si par exemple, comme on avait à un moment donné les concerts de la région, et donc on va engendrer beaucoup de monde. Oui, c'est intéressant, mais est-ce que cette fonctionnalité est attendue dans l'outil par l'utilisateur final ? D'accord ? Donc ça, c'est aussi de bien penser, de ne pas en fait mettre des moyens trop importants sur une fonctionnalité qui est peu utilisée. D'accord ? Donc, on va avoir cette notion-là. On va avoir aussi, alors il est en tout petit, mais je pense qu'il est important, c'est la notion de fracture. C'est-à-dire, alors, c'est un peu galvaudé, hein, mais c'est le fameux mulot de Chirac des Guignols. Hein, c'est les personnes qui sont moins à l'aise avec l'outil numérique, comment faire en sorte aussi de les toucher. Et je dirais que c'est un peu à contresens de mon métier de chef de projet numérique, mais je reste persuadé qu'on ne peut pas être dans le tout numérique. Il faut aussi penser l'inclusivité sur tous les niveaux d'appétence pour la chose numérique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens pour qui ça ne parle pas d'utiliser une appli, qui n'aiment pas ça, etc. Et donc, il faut aussi avoir cette approche-là. Donc voilà, donc il y a pas mal de points de vigilance. Je ne vais pas tous les détailler, on pourra éventuellement l'aborder dans les questions-réponses, mais c'est un vrai enjeu de penser la globalité ou la multitude, plutôt que la globalité, la multitude des acteurs qui vont arriver là-dedans. Je veux bien sur la slide suivante, puisqu'on va, si on doit retenir quelque chose de l'ensemble de ces points de vigilance, je citais Jean Coldefy, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, et qui dit l'enjeu, en fait, c'est la mobilité intelligente sera celle qui conjugue les intérêts à agir de ces trois groupes d'acteurs. Donc l'usager, on en a déjà parlé, l'acteur public également, et le fournisseur de services, et derrière ces fournisseurs de services, les modèles économiques. L'exemple que je citerai pour comprendre, c'est Göteborg en 2015-2017, si je ne dis pas de bêtises, avait lancé un MAS précurseur. Alors, sur une petite échelle, c'est environ 70 personnes qui s'étaient inscrites. L'outil avait été très, très bien perçu. Et au moment où ils avaient voulu passer, je dirais en vision plus globale, il y avait eu en fait une désaffection complète des acteurs qui ne retrouvaient pas, et je parle des acteurs privés, qui ne retrouvaient pas d'intérêt à aller dans ce type de modèle. Pourquoi ? Parce que, alors c'est une vision personnelle, mais je me dis qu'en tant qu'acteur qui dit « tiens, je vais aller dans un MAS », il faut que je m'y retrouve. C'est que si je me mets dans un MAS et que je perds, comment dire, la notion de mon image, de ma démarche commerciale, de ma liberté à innover, je n'ai pas forcément d'intérêt à aller dans cette direction. Alors merci pour la précision, effectivement, c'était peut-être 2013 sur le sujet, pour revenir sur Göteborg. Donc, on a un vrai enjeu là
d'animation, je dirais, au sens politique, c'est-à-dire de couvrir le besoin des usagers, de répondre aux besoins de politique de mobilité de notre AOM et effectivement d'intéresser les acteurs privés sur le sujet. Voilà, j'espère que je ne suis pas trop long, je continue, je veux bien la slide suivante. Donc, le positionnement de Transdev, alors un petit peu de pub quelque part, hein, c'est effectivement, nous, on se positionne en fait comme un facilitateur pour notre client et plus globalement en accompagnateur des collectivités. Hein, si je parle au-delà de Rouen, on le voit sur Mulhouse, on le voit également sur Saint-Étienne qui ont mis en place effectivement des masses avec un certain nombre d'éléments. Voilà, nous, le but du jeu, c'est d'être, alors, je ne sais pas si c'est le bras armé, c'est peut-être un peu forme comme terme, mais vraiment de faire en sorte de permettre à la collectivité de déployer la politique qu'elle souhaite sur le sujet. D'accord. Et donc, je me répète un petit peu, mais effectivement, c'est aussi par notre connaissance des acteurs locaux. Là, par exemple, très récemment, on a mis en place une agence, une vélostation de location longue durée. Et typiquement, ce type de service a vocation à être intégré complètement dans un MaaS par la pré-réservation, par le fait de faciliter, fluidifier l'accès à ce type de mobilité. Donc voilà un peu nous le positionnement. Et sur la slide suivante, je terminerai sur les quelques éléments de réflexion alors qui me semblent importants à titre personnel. C'est il faut vraiment penser l'outil MaaS. Donc là, on est plus effectivement sur la construction, le développement de l'outil, vraiment orienté utilisateur. Par exemple, la validation transparente, c'est de nos jours, on a encore des collectivités qui disent la validation, c'est important, c'est un geste, etc. Oui, mais est-ce que ce geste a un sens? Est-ce qu'il est vraiment encore pensé? Alors, on peut avoir un système d'auto-validation. Par exemple, le M-Ticket, je lance mon application et j'active mon ticket. OK, on peut le penser pour bien prouver qu'on a payé. Mais ne pas avoir, par exemple, à aller chercher un valideur qui, maintenant, est un peu, des fois, quand le bus est bondé, ce n'est pas évident d'aller donner son téléphone pour qu'il transite par 15 personnes pour aller être sur le valideur. Donc, on a déjà cette notion-là. L'ergonomie, moi, je suis assez admiratif, je pense, de la solution Citymapper, par exemple, qui ouvre, qui propose ce type de service. Alors, on est plus sur l'information voyageur, même s'il commence à y avoir la brique, billettique et connecteur et renvoi vers les applications tierces. Je trouve qu'elle est bien faite sur toutes les. Alors, elle n'est pas déployée partout, mais sur Paris ou sur Marseille ou Rome, par exemple, elle est tout à fait utilisable et, enfin, plus que ça, même, elle répond tout à fait aux besoins. L'attente client, encore une fois, développer un outil MaaS, le succès se fera par l'utilisateur. C'est-à-dire que si on a le truc qui est super bien pensé, techniquement irréprochable, mais qui ne répond pas aux besoins, on n'arrivera pas au but final qui est de maîtriser sa mobilité et d'inciter les gens à aller sur des modes doux ou moins de voitures individuelles ou l'autosolisme. La fédération d'identité, on va avoir, je pense, dans les années qui viennent, quelque chose de plus en plus modulaire. On le sent bien dans le MaaS, c'est un raccrochement de plusieurs opérateurs. Il ne faut pas que l'utilisateur ait à recréer un compte à chaque fois qu'il utilise une nouvelle brique. C'est complètement rédhibitoire sur le sujet. Donc, les fédérations d'identité type France Connect ou tout autre sujet permettent justement d'avoir une facilité en disant tiens, je me rappelle de ce mot de passe-là, c'est lui que je vais utiliser pour me connecter à l'outil. Et je n'ai pas à me préoccuper de recréer un compte pour la 153e fois depuis le début de la semaine parce que je teste X solutions. À l'inverse, l'utilisateur occasionnel, je pense aussi à toute sa place. C'est-à-dire, j'arrive dans une ville, j'ai besoin d'utiliser pendant une semaine, je suis en formation, en déplacement commercial, je n'ai pas envie de créer mon compte, je vais m'en servir qu'une semaine. Donc, il faut que l'outil me facilite la vie dans mon utilisation des transports et les différents modes.
La gestion des référentiels, on en a parlé tout à l'heure, hein, je refais juste un petit topo là-dessus. À partir du moment où on va être dans cette construction modulaire de personnes, à partir du moment où on veut fournir un service de déplacement de A à B multimodal, multi-opérateur, le référentiel va devenir un point crucial et il faut le penser dès le départ. La maturité des fonctionnalités attendues. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on va avoir nous, c'est un sujet qui est important dans les transports en commun urbains, c'est comment informer le client en situation perturbée. Donc, on a des procédures, un ensemble de choses, mais il y a des fois où ça va être un peu long, un peu lourd. Par exemple, si on est sur des perturbations prévues 1 ou 2 semaines à l'avance, à la limite, on utilise nos outils classiques, affichage à l'arrêt, borne d'information voyageurs, etc., etc. Sur du non prévu, je pense que là, on peut avoir des choses à inventer qui seraient peut-être sur le modèle Waze pour le coup, qui consiste à dire l'application me permet de remonter une info. L'utilisateur qui est confronté à la perturbation, au ralentissement, au bouchon, etc., va être le premier concerné et potentiellement peut faire participer son expérience, disant attention, telle ligne, problème de circulation, retard à prévoir, etc. Et on aurait une réactivité beaucoup plus grande là-dessus. D'accord ? Alors attention sur ce genre de sujet, il faudra aussi bien le penser. Il ne faut pas que ça se transforme des fois sur une espèce de défouloir. Donc, il faudrait que ce soit cadré pour qu'il y ait un certain nombre d'éléments là-dessus. Le modèle économique des partenaires, on en a aussi parlé dans la slide suivante, c'est effectivement important que le MAS prenne en compte l'intérêt économique des opérateurs privés à intervenir dans le MAS. Il faut absolument que l'outil ne soit pas, soit trop lourd, soit trop compliqué. Il faut que l'intégration ait un sens global, mais aussi un intérêt économique pour que le côté justement global du MAS permette à avoir un retour sur investissement des opérateurs privés. C'est-à-dire que ce soit une fenêtre qui soit incontournable et que ça soit un vrai succès, ça sera intéressant pour la collectivité qui elle-même va dire OK, moi, ça me permet quand même de gérer proprement mes politiques de mobilité. Donc, je suis incontournable. Donc, effectivement, l'opérateur qui arrive dira moi, je bénéficie de cette notoriété. Donc, c'est ces éléments-là qu'il faut avoir en tête. Et dernier point, c'est l'analyse des données collectées, c'est-à-dire effectivement un élément important en retour, c'est d'être capable de dire plus j'ai de la donnée, plus je l'analyse et plus j'essaie d'orienter mon offre de transport, etc. Alors, ça peut être par du comptage, ça peut être tout un tas d'éléments derrière ou des données d'utilisation de l'application, de l'OD anonymisé, bien sûr, on doit respecter le RGPD, mais tout ça peut être des données très, très intéressantes à analyser. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Je crois que c'est la dernière slide et après, je crois qu'on passe aux questions-réponses sur le sujet. Très bien, merci beaucoup Franck. Et je laisse la parole du coup à Amandine qui va poser, il me semble, une question qu'on a eue sur Zoom. Ouais, voire 2 en fait. Donc on a Monsieur Méchin qui demande comment se positionne le paiement direct par carte bancaire comme cela existe et qui évite l'achat spécifique pour des voyageurs occasionnels. OK. Alors, sur le sujet, on a préalablement au MAS, puisqu'on l'a déployé, nous, cette année. Dans un premier temps, notre réseau est structuré en, je dirais, 3 niveaux de services. Un réseau structurant qui est le métro, même si c'est un tramway, et des lignes TEOR qui sont des transports guidés avec accostage au centimètre sur les quais. Donc, ça, c'est le premier niveau. On a après les lignes dites FAST, qui sont un deuxième niveau, qui ont été en fait optimisés pour avoir des voies réservées, etc. Et puis le niveau de 3, je dirais, de bus classique pour des zones moins densément peuplées. Donc l'open payment a été déployé sur une partie de ce réseau, donc les lignes fast.
rencontre un grand succès puisque on a, si je ne dis pas de bêtises, parce que je n'ai pas vu les chiffres récemment, je crois qu'on a atteint 40% des ventes à bord sur de l'open payment. Donc, on a un vrai succès sur ce sujet-là. Donc, on a pu le déployer, pour répondre à la question, en avance de phase du MAS sur ces lignes, et ça a vocation effectivement à couvrir l'intégralité du réseau à terme. Ok, donc là, on est d'accord, c'est du paiement par CB directement sur C'est le ça. validateur de… Exactement. Donc, on a un TPE en fait dans les véhicules et on a deux produits, puisqu'on a aussi la métropole expérimente le samedi gratuit depuis l'année dernière, et donc ça a été reconduit d'un an depuis le début septembre 2021, puisque la Covid avait un peu chamboulé en fait les retours d'expérience là-dessus. Merci. On a une autre question de Monsieur Chambreau. Quel retour d'expérience sur l'utilisation du smartphone NFC, donc Near Field Communication, au lieu de la carte RFID, radiofréquence, je n'ai pas la suite de l'anagramme, au niveau réticence utilisateur d'utiliser son matériel fragile et onéreux? Donc, si vous avez le décryptage de RFID, je suis preneuse. Oui, alors c'est une méthode de communication en champ proche, mais on n'a pas eu on a eu deux types de M-Ticket. On a eu un premier M-Ticket qui était en auto-validation, qui était en fait porté par Cityway et Transdev, et la métropole, en préambule d'un MAS, a proposé une autre solution. Et pour le coup, c'est une validation par scan de QR code. Donc, je n'ai pas ces technos sur Rouen. Je sais que ça a été déployé sur Saint-Étienne, je crois, avec une utilisation qui a son intérêt, c'est-à-dire être capable en fait de géolocaliser les validations et d'avoir un fonctionnement qui va se rapprocher plus d'un valideur classique avec une carte sans contact, d'être capable de dire sur telle ligne, tel jour, telle heure, j'ai un certain nombre de données. Donc oui, ça existe. Pour le coup, là, c'est très personnel comme analyse. Je pense que les validations pour l'offre de transport sont plus forcément les choses les plus pertinentes. Je pense que l'utilisation de systèmes de comptage à bord, soit par détecteur de présence, soit par poids du véhicule, soit par détection des signaux Bluetooth, Wi-Fi, etc., comme on l'a mis en place ici chez nous, donc via la société Floli, amèneront une connaissance plus fine de nos données d'utilisation de nos transports, parce que sur les validations classiques, on a la montée, mais on n'a jamais la descente. Voilà, donc mais chacun des systèmes que j'ai évoqués, le comptage à bord, la détection du poids ou les systèmes de détection de smartphones ne sont pas une solution en tant que chacune n'apporte pas une solution suffisamment fiable. Il y a des coefficients correcteurs à appliquer, donc c'est plus un regroupement de plusieurs solutions qui permettra d'avoir une connaissance fine. Donc, c'est assez personnel, mais je pense que c'est plus ce type de solution qui devra être étudié par la suite. Et puis, si on continue dans ce que vous disiez, tout ce qui va être validation NFC ou RFID va un peu à l'encontre de la validation transparente. Vous disiez que si on achète directement, au final… Voilà, j'ai un titre annuel. Le geste de validation, alors je vais un petit peu à l'encontre de ce que dit la métropole. Là, je vous dis, je n'engage que moi. C'est ma vision. Après, je peux tout à fait comprendre qu'on souhaite le maintenir ça peut être un geste d'appartenance, il peut y avoir une symbolique derrière la validation. Il faut simplement, effectivement, à un moment donné, se poser la question de est-ce que l'utilisateur va rester dans cette logique-là, ou est-ce qu'on peut trouver des solutions qui permettent de répondre aux besoins avec une autre solution? Alors, la question de M. Chambreau, c'était plutôt apparemment, est-ce que l'utilisateur aurait un frein à casser son téléphone en l'utilisant Je ne pense pas. Après, il y a toujours le risque de le laisser
tomber, mais dans l'outil, ces solutions existent déjà par ailleurs sur plein d'autres sujets. Par exemple, sur le contrôle on a mis en place un système de contrôle de PV, comment dire, dématérialisé. Les vérificateurs utilisent ces éléments-là, et donc pour moi, il y a peu de risques ou peu de craintes là-dessus. Mais encore une fois, comme on ne l'a pas, je peux pas j'ai pas eu de retour client puisqu'on n'a pas ce type de solution. Merci. On revient à Monsieur Méchin, donc, qui nous parlait de paiement directement en CB. Est-ce que ce type de paiement permet d'avoir un retour sur les parcours? On en vient à cette question. Alors non, pas forcément, puisque c'est comme le paiement par SMS. C'est-à-dire que là, typiquement, on perd effectivement la notion, on va avoir le véhicule, on est capable, mais par exemple, chez nous, un véhicule n'est pas forcément affecté à une seule ligne. Donc si on a le véhicule, on n'a pas forcément les éléments. Donc on perd cette notion-là. C'est pour ça que je dis que on voit bien qu'il y a une tendance. C'est-à-dire que par exemple, le titre SMS, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, parce que ces chiffres-là, je suis désolé, je ne les ai pas revus avant notre webinaire, mais je crois a atteint quasiment 80% de la vente à bord à un moment donné. Donc, il faudrait que je recoupe d'ailleurs, parce que je dis 40% sur la partie Open Payment, mais il faut que je regarde parce qu'on a un côté plus global sur le SMS. Bref, on a une grosse partie de nos titres unitaires qui ont été remplacés par ces modes-là. Donc, il y a une vraie appétence. Il y a même des gens qui préfèrent utiliser le titre SMS plutôt que d'aller acheter une carte du voyage qui leur coûtait moins cher. C'est tellement pratique que tant pis pour le surcoût, au moins, voilà, j'envoie mon SMS et j'ai aucun problème. Donc, il y a une vraie appétence pour ces systèmes de plus en plus légers et simples. Donc, on en revient à vos recommandations. Plus c'est facile pour l'utilisateur, mieux c'est. On a une question de Mme Piriou qui nous demande du coup où en est Rouen par rapport au MAS et au projet TIGA. Qu'est-ce qu'ils développent en parallèle? Quand est-ce qu'ils ont commencé déjà leur projet sur le MAS? Alors, le MAS, je dirais, les embryons du MAS ont eu lieu en 2017. Après, il y a eu TIGA. Donc là, en fait, ils ont fait un cahier des charges, donc qui est consultable. Hein, je le mettrai tout à l'heure dans le chat, mais qui est consultable. Il y a déjà eu en fait un premier tour de table autour du MAS. Et là, on est sur un deuxième tour de table avec deux tickets qui restent en lice et des échanges, puisqu'il peut y avoir des éléments du cahier des charges sur lequel la métropole avait demandé quelque chose, mais on n'a pas, les deux répondants n'ont pas forcément la maturité technique ou fonctionnelle de l'outil, donc sur lesquels ils réajustent en fait leur demande, ou des propositions qui, au contraire, avaient été minorées, pour lesquelles, en fait, les expériences des deux amènent, en fait, à enrichir leurs besoins. Et donc, voilà, on est dans ce deuxième tour de table autour du sujet. Donc, l'émergence d'un MAS ou d'une application MAS concrète n'aura pas lieu avant 1 an ou 2 pour les premiers bêta-testeurs. D'accord. Et une question qui est posée généralement. Du coup, vous recommanderiez quoi, vous, pour vous lancer dans le MAS quand on est une collectivité? On commence par quoi? Alors, c'est une question qui est c'est une vaste question. Alors déjà, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, on va avoir différents niveaux de Comcom ou de PCI, etc. Donc la question déjà, c'est je dirais quel est le souhait politique derrière. C'est effectivement, est-ce qu'on est sur des collectivités d'une certaine taille? Est-ce qu'on est sur quelque chose de plus petit? Est-ce qu'on est rural? Est-ce qu'on est urbain? Il y a déjà effectivement tout ça, tout ce qui se pose derrière. Après, en gros, aussi, quels sont plus exactement les acteurs présents sur le sujet? Est-ce qu'on souhaite en attirer quelques-uns? Par exemple, on peut imaginer très bien dire, moi j'ai 0 free floating en trottinette, mais je veux les attirer, par exemple, parce qu'il y a un côté jeune. Ou à l'inverse, on dire, non, j'en veux pas, et donc comment je gère ça? Donc, c'est un peu compliqué de répondre. En plus, en toute humilité, je connais Rouen parce que j'y travaille depuis quelque temps. Sur les autres, sur des collectivités plus rurales ou etc., j'ai pas forcément eu de retour là-dessus. On peut avoir aussi des communautés de communes, par exemple comme Le Havre,
qui n'a pas été dans cette direction. Ce serait intéressant de voir avec eux pourquoi ils n'ont pas souhaité regarder dans cette direction. Donc voilà, et puis après, encore une fois, bien penser ce qu'on souhaite faire, qu'est-ce qu'on attend du MAS. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le MAS prenne le pas sur le but, l'objectif. Le MAS, ce n'est pas une fin en soi. Voilà ce que je voulais dire. Super, merci beaucoup pour ces éclairages. Jonathan, je te repasse. Merci beaucoup, Franck, pour votre intervention et la réponse à toutes ces questions. Et donc, sans plus attendre, donc, on a vu le cadre en 1 donc, du MAS, un retour d'expérience de Transdev, et on va donc finir sur la troisième partie, donc les outils de financement dans le MAS. Et donc, je vais laisser tout d'abord la parole à Emmanuel Brodard, qui va maintenant vous présenter Mon compte mobilité, qui permet entre autres de valoriser les aides de la mobilité dans le MAS. Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuelle Brodard, donc je suis directrice de projet chez Capgemini. Le projet Mon compte mobilité, si vous n'en avez pas encore déjà entendu parler, c'est un projet qui est coporté par Capgemini Invent et la Fabrique des mobilités, qui est lauréat d'un appel à projet réalisé par le ministère de la Transition écologique et solidaire dans le cadre du programme Certificat économie et d'énergie. L'ambition, en fait, c'est de construire une plateforme digitale qui permette de valoriser l'ensemble des aides à la mobilité pour les citoyens, d'offrir un outil de pilotage des politiques de mobilité pour les collectivités et les entreprises, et in fine, d'inciter l'ensemble de l'écosystème à favoriser les mobilités douces et le report modal. En termes d'ambition, comme on est sur un programme, qui a une phase délimitée dans le temps. On a commencé les travaux en 2020, on termine fin 2022 et on va lancer les expérimentations sur 2 territoires pilotes. Aujourd'hui, c'est assez exceptionnel pour nous, pour l'actualité du projet, parce qu'on va annoncer officiellement en direct là, au RNTP en ce moment même le nom de nos 2 territoires pilotes. Donc, je vous les donnerai aussi à l'oral un peu plus tard dans la présentation, sur lequel on va expérimenter Mon compte mobilité en 2022. L'objectif, si on passe à la slide suivante, c'est de permettre la slide d'avant, pardon. De permettre aux citoyens de visualiser l'ensemble des aides à la mobilité existantes, de souscrire à ces demandes d'aide, de suivre le changement de ses habitudes de déplacement. Côté collectivité, AOM, c'est de pouvoir avoir le pendant en termes de fonctionnalités et d'accéder à l'ensemble des demandes d'aide, pouvoir valider leur attribution, accéder à un certain nombre d'indicateurs de pilotage qui vont permettre de suivre l'ensemble du budget de la mobilité dépensée sur le territoire. C'est la même fonctionnalité que pour les collectivités c'est les mêmes fonctionnalités qu'on propose aux collectivités que l'on va proposer également à nos entreprises partenaires de l'expérimentation, puisque au même titre que les collectivités, ces entreprises sont aussi des financeurs de la mobilité pour les salariés, avec notamment le moins 50% des remboursements des titres de transport, mais de façon plus récente aussi le déploiement du forfait mobilité durable qui est en train d'être mis en place par les entreprises suite à la loi LOM. Enfin, pour les acteurs de la mobilité, ça va leur permettre d'avoir un apport accru d'utilisateurs qui seront plus facilement enclins à acheter des produits de mobilité douce subventionnés. Le lien avec le MAS, quel est-il ? Le lien avec le MAS, c'est qu'en fait, dans le cadre de ces expérimentations, on va proposer nos fonctionnalités intégrées directement dans le MAS de nos territoires pilotes. Si on passe à la slide suivante. Celle-là, c'est bon, on peut passer, merci. J'ai déjà fait le commentaire à l'oral. On va lancer 2 territoires en 2022. Donc, ce sera Mulhouse, Alsace, Agglomération et Île-de-France, pour lesquels, en fait, on va proposer une expérience d'inclusion de nos fonctionnalités MOB auprès des usagers dans les MAS existants. Donc, pour le pilote numéro 1, sur Mulhouse a déjà est un des territoires les plus avancés et dispose d'une application MAS. L'idée, c'est d'encapsuler directement les fonctionnalités de recherche d'une aide
de l'usager par rapport à son entreprise, par rapport à son territoire, d'accéder à toutes les informations par rapport à cette aide à la mobilité, de pouvoir y souscrire en joignant automatiquement les justificatifs qu'il aura achetés sur son MAS, de suivre directement dans son application MAS le suivi du traitement de sa demande. Pour les financeurs, il n'y a pas d'impact. On met à disposition l'interface MOB spécifique qui leur permet de suivre l'avancement des demandes d'aide. Mais d'humain, dans les territoires pilotes, on intègre directement les fonctionnalités MOB de visualisation et de souscription aux demandes d'aide dans le MAS du territoire. Sur le deuxième territoire, on a une expérience un tout petit peu différente et un peu hybride où en fait, on va encapsuler seulement le moteur de recherche d'aide comme, j'ai envie de dire, un peu un effet teasing pour l'usager où il va pouvoir visualiser l'information sur les demandes d'aide. En revanche, pour la souscription et le suivi de la demande d'aide, ce sera fait sur son compte unique de mobilité que nous, on construit de toute façon en stand-alone. Cela pour des raisons d'optimisation de la roadmap et être en mesure de lancer les expérimentations en 2022. Si on passe à la slide suivante, en termes de fonctionnalité, qu'est-ce que ça veut dire cette expérimentation? Donc, le citoyen, dans la version 1 de Mon compte mobilité, va pouvoir créer son compte unique de mobilité centrale et il va pouvoir lier son compte MOB au compte des différents MAS de la collectivité en liant son compte, par exemple, MAS Mulhouse, MAS Île-de-France, demain, en phase de généralisation post-2022, d'autres MAS des territoires. Et en liant ces comptes-là, il va pouvoir visualiser directement dans le MAS du territoire les aides disponibles, le parcours de souscription, suivre ses demandes d'aide et pouvoir transmettre automatiquement ses justificatifs d'achat achetés sur son MAS à son titre de transport. Les fonctionnalités que vous voyez en violet, en fait, on les propose à la fois intégrées directement dans les MAS, mais on va les proposer également sur notre propre interface MOB pour les collectivités qui n'auraient pas d'application de MAS encore existante. Et pour les entreprises, le produit est pensé en miroir de l'expérience qu'on propose aux usagers, où elles vont avoir accès à une interface centralisée, accéder à l'ensemble des dossiers à traiter qui seront gérés par les gestionnaires des collectivités ou des entreprises qui s'occupent de ces dossiers. Donc, par exemple, dans une entreprise, ça va être un gestionnaire RH ou paye, et dans une collectivité, ça peut être un gestionnaire, un responsable de mobilité. Il va pouvoir gérer l'attribution d'aide, définir les montants et les modalités de versement en une fois, en multiples, et visualiser de façon consolidée l'avancement du budget mobilité, son impact par type d'aide et par nombre de demandes. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes de périmètre sur la version 1 du compte de mobilité. Donc, on est vraiment dans une approche aussi agile. Donc, on va enrichir ce produit au fur et à mesure de l'année 2022 et du lancement des expérimentations. Et le dernier point que je voulais vous parler, si on passe à la slide suivante, s'il vous plaît, c'est qu'en termes de parcours, comment ça va se passer? La communication, elle sera faite à la fois sur le MAS du territoire, mais également potentiellement des entreprises partenaires qui vont relayer cette initiative auprès des salariés et pouvoir inciter justement la fluidification du process et de l'utilisation des demandes d'aide. En fait, si je résume en conclusion, mon compte mobilité, ça va permettre de casser les silos entre l'usager, les collectivités qui ont des MAS ou qui n'en ont pas encore, les entreprises partenaires et les acteurs de la mobilité pour inciter les usagers à avoir valoriser l'ensemble des aides pour avoir une meilleure connaissance de ces dispositifs qui restent souvent méconnus. Et deuxièmement, avoir un cercle vertueux entre ces différents acteurs où l'usager
est éligible à une demande d'aide, la reçoit avec un certain niveau de certification des données et la dépense auprès d'acteurs de la mobilité. Je vous remercie beaucoup. J'espère que j'ai été claire et je suis disponible pour vos questions, si vous en avez. Merci beaucoup, Emmanuel. Et d'ailleurs, vos contacts ici qui s'affichent. On continue, Voilà. si vous voulez, rapidement, et puis on viendra aux questions dans 5 minutes, enfin, dans quelques minutes à la fin de la séquence 3, si vous souhaitez. Ça marche. Très bien. Alors, je vais continuer la présentation. Donc, je vais maintenant vous présenter rapidement donc, le portail France Mobilité et Aide Territoire, sur lequel vous allez trouver les dispositifs dans la mobilité, y compris les dispositifs qui sont dans le MAS, auxquels vous pouvez prétendre. Mais avant cela, un petit mot rapide sur la genèse du partenariat en fait, entre France Mobilité et Aide Territoire. Aide Territoire, c'est une start-up d'État qui fait partie du réseau BetaGouv, qui centralise et organise les aides à destination des structures locales, donc collectivités, et aussi les associations, les entreprises, les établissements publics. Et donc, Aide Territoire a été créé en 2018. Depuis 2018, on a en fait bien développé le service et on a 2700 aides qui sont présentées sur Aide Territoire, qui proviennent aussi bien de ministères, de services d'État déconcentrés, de conseils régionaux, départements, etc. Si on en vient maintenant directement au partenariat entre France Mobilité et Aide Territoire, en janvier 2020, on a France Mobilité donc, qui s'est associée à la démarche d'Aide Territoire. Et aujourd'hui, France Mobilité participe au financement du service. France Mobilité s'est appuyée en fait, sur l'expertise d'Aide Territoire pour construire avec Aide Territoire une page dédiée au projet aux aides de la mobilité qui est donc disponible sur le lien que je vous ai mis, donc aide.francemobilité.fr. Aujourd'hui, sur cette page, on a 242 aides financières sur le portail. Et alors, si je change d'écran, alors je ne sais pas si ça marche, mais je voulais vous faire une petite démo rapidement, vu qu'on a encore un peu le temps. Hop, sur ici, voilà. Je ne sais pas si vous avez, Amandine, je ne sais pas si vous voyez là la cartographie. Ouais, super. Donc, du coup, aujourd'hui, on a donc 238 résultats, pardon. Sur cette page, et comme vous pouvez le voir ici, on a un cartouche avec du coup la possibilité de filtrer par territoire. Donc, on peut renseigner ici le territoire pour lequel on recherche l'aide financière, mais également du coup la structure bénéficiaire. Voilà, est-ce que je suis une collectivité, est-ce que je suis une entreprise ou une association? Et on a ici toutes les sous-thématiques qui vont permettre en fait de filtrer encore un peu mieux, et notamment les sous-thématiques qui peuvent se rapprocher du MAS ici, par exemple connaissance de la mobilité ou ici billettique. En tout cas, ces filtres-là vous permettront en fait d'affiner votre recherche. Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur la correspondance des filtres, on a ici expliqué exactement à quoi ils correspondent. Si vous souhaitez aller encore un peu plus loin, vous avez également plus de critères ici qui vous permettent vraiment d'afficher votre recherche. Je ne vais pas trop m'épancher là-dessus. En tout cas, si je retourne rapidement sur l'accueil, on a également ici aussi un bouton qui est créer une alerte, qui permet en fait de créer une alerte selon en fait les filtres qu'on a renseignés. Et donc l'idée, c'est en créant l'alerte, je renseigne mon mail et les tags, les filtres qui me conviennent bien. Et dès qu'il y a un nouveau dispositif qui est disponible dans ce secteur pour mon territoire, etc., on aura donc une notification par mail afin de consulter une fiche que je vais vous présenter quand même rapidement, qui peut en fait ressembler à ça, avec une présentation toujours rapide de l'aide, le porteur d'aide et également le lien pour candidater à ce dispositif ou le contact en fait pour candidater à ce dispositif. Si je reviens sur la présentation ici, tac, tac. On a donc aujourd'hui aussi créé une page statistique sur laquelle vous pouvez voir un petit peu, là j'ai pris les données du jour, donc elle est disponible sur aide.francemobilité/stats. Mais en gros, voilà, 242 aides disponibles. Sur le nombre de visites, on a eu sur les 30 derniers jours presque 6000 visites. Voilà, 1800 aides vues, donc rien que sur la page mobilité. Donc voilà pour en tout cas
pour le portail France Mobilité à Territoire. Et donc, n'oubliez pas que sur ce portail-là, comme je vous l'ai montré, vous pouvez vraiment affiner vos recherches pour essayer de trouver des aides, notamment qui peuvent être pour financer le MAS. Et sans plus attendre maintenant, je vais laisser la parole à Pierre Auboin de la Banque des Territoires, qui est donc avec la Banque des Territoires dans une logique exploratoire pour créer vraiment un financement plus systématique dans le domaine, et ils sont vraiment à l'écoute des AOM qui souhaiteraient prendre l'initiative de créer par exemple un opérateur masse local. Enfin, en tout cas, je vais lui laisser la parole, il saura mieux vous expliquer tout ça que moi, et merci en tout cas à Pierre de prendre la parole. Merci Jonathan, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, c'est bon. Parfait. Voilà, donc effectivement, je dirige le département infrastructure et mobilité à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Dans ce cadre-là, nous dialoguons avec les collectivités territoriales, singulièrement les autorités organisatrices de la mobilité, locale ou régionale, sur l'ensemble du spectre de leurs besoins d'investissement en matière de mobilité, des infrastructures de transport traditionnelles au matériel roulant propre, stations d'avitaillement, bornes de recharge, mais également les nouveaux services de mobilité, autopartage, covoiturage, vélo en libre service. Et donc, bien sûr, c'est tout naturellement que nous intéressons à la question du financement des solutions de type MAS. En fait, sur ce sujet, nous sommes, comme vous l'avez dit, Jonathan, dans une logique exploratoire et ouvert au dialogue avec les AOM locales ou régionales qui souhaiteraient approfondir l'échange avec nous pour essayer de répondre à ce que l'on pense être en fait, en tout cas, c'est plutôt d'éviter deux écueils potentiels dans le déploiement de solutions MAS. Le premier, c'est tout d'abord celui du risque d'une prise de pouvoir ou prise de contrôle par des acteurs, de grands acteurs internationaux dont certains noms ont été cités, on peut dire dans la sphère des GAFAM au sens large, ou de très grands acteurs de la mobilité à l'échelle internationale dans la mobilité numérique et qui, de par leur maîtrise des terminaux digitaux, de couches logicielles, etc., vont pouvoir proposer une application de type MAS à un très, très grand nombre d'utilisateurs sans rien demander à l'autorité organisatrice de la mobilité. Et ceci dans le contexte français et notamment maintenant une préoccupation, je dirais, qui est d'autant plus prégnante que la loi d'orientation des mobilités permet non seulement l'accès à une certaine forme d'open data, mais également un accès à la billettique dématérialisée des transports publics, ce qui fait qu'un acteur peut valablement proposer une palette complète un bouquet complet de solutions de mobilité dans un territoire, je dirais, en accédant à cette billettique. Le deuxième écueil, c'est celui lorsque, à l'inverse, l'autorité organisatrice de la mobilité souhaite prendre la main sur ces sujets, le risque, je dirais, d'une agilité insuffisante, notamment parce que les règles de la commande publique ne simplifient pas les choses dès lors qu'on parle déjà de manière générale de développement logiciel ou d'utilisation de solutions logicielles et leur évolutivité dans la durée, sachant qu'on est dans un domaine qui est très bouillonnant et où effectivement les acteurs qui tiennent la dragée haute dans ce domaine font évoluer de façon très, très, très fréquente les fonctionnalités de leurs applications au gré de mise à jour, etc. Et donc, d'où l'idée de réfléchir à la façon dont les autorités organisatrices de la mobilité, la Banque des Territoires, bien sûr, mais également des partenaires, un ou plusieurs partenaires techniques ou opérateurs de mobilité qui seraient choisis ou retenus par l'autorité organisatrice de la mobilité, pourraient contribuer à la création d'un opérateur MAS que je qualifierais de local, qui aurait vocation donc à s'inscrire dans un cadre d'initiative privée, dans un cadre juridique d'initiative privée, au même titre que peuvent le faire des grands acteurs californiens ou chinois, en utilisant les dispositions de la LOM, mais avec, compte tenu de son tour de table, naturellement, un souci et une préoccupation quant au respect, je dirais, d'un certain nombre de valeurs et de principes relevant de l'intérêt général, de l'inclusion, de l'attention portée à l'impact écologique des mobilités, etc., etc.
Et donc, non-discrimination tarifaire, enfin, voilà, tout type de préoccupation d'intérêt général qui ne peuvent pas nécessairement être au centre de la démarche de grands acteurs internationaux. Et donc, la création d'un tel acteur qui peut prendre diverses formes juridiques, on peut penser éventuellement à une société d'économie mixte locale. On peut penser également à un statut un peu plus original qui est celui de la SIC, de la Société coopérative d'intérêt collectif, qui peut permettre par exemple à l'autorité organisatrice de la mobilité de participer comme actionnaire minoritaire aux côtés du tour de table, des autres membres du tour de table que je décrivais, à un opérateur qui se chargerait de développer avec, je dirais, l'agilité d'une entreprise et voire même, je dirais, d'une jeune pousse, d'une start-up, avec cette agilité, développerait effectivement cette solution locale en s'appuyant sur une technologie éprouvée d'un opérateur dûment choisi, et qui éventuellement pourrait bénéficier de subventions de la part de l'autorité organisatrice de la mobilité, sous forme par exemple de subventions à l'acte. On a l'exemple d'Île-de-France Mobilité qui, pour le sujet de covoiturage, avait mis en place un programme de subventionnement des usagers à l'acte qui permettait d'améliorer l'économie des services d'initiative privée de covoiturage à courte distance qui sont proposés en région Île-de-France. Voilà, donc on pourrait imaginer effectivement un schéma de ce type. Nous n'avons pas de maquette totalement aboutie et presse-bouton, je dirais, à proposer, mais nous sommes tout à fait intéressés et tout à fait à l'écoute des autorités organisatrices de la mobilité, locales ou régionales, qui pourraient trouver un intérêt à la constitution d'un tel acteur, visant encore une fois à marier le souci de l'intérêt général et l'agilité d'une entreprise opérant dans un cadre d'initiative privée. Je ne vous entends pas, Jonathan. Très bien, merci beaucoup Pierre pour votre intervention. Je ne sais pas si vous avez encore autre chose à ajouter ou c'est bon pour vous. C'est bon pour moi. Je suis bien sûr à votre disposition pour essayer des questions. Donc c'est parfait, la transition est toute trouvée. Donc on peut passer aux questions. Je ne sais pas, Amandine, si vous avez identifié des questions. Oui, effectivement, on en a une de Madame Reyes qui demande donc à Madame Brodard, Mob, c'est un type de plugin qui s'ajouterait aux masses existantes? Alors, effectivement, on propose les fonctionnalités intégrées en mode API dans les masses existants. Donc ça, c'est un modèle d'intégration possible. Mais l'ambition première, c'est également de créer un compte unique de mobilité qui centralise l'ensemble de ces demandes. Et en fait, dans notre schéma de mise à disposition des collectivités, il y a un format, comme vous le dites, plugin en mode API qui s'intègre directement dans les masses, et un schéma, je dirais, standalone où l'application vit également par elle-même. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, on n'a pas d'autres questions. Par contre, je vais quand même inviter les spectateurs, s'ils veulent nous partager où ils en sont, eux, de leur démarche sur le masque, qu'est-ce qu'ils font, à lever la main. Alors, pas comme moi, mais avec le bouton en bas de votre écran, vous avez un picto lever la main. Si vous avez envie de partager avec nos intervenants où vous en êtes, ou pouvoir poser des questions à l'oral, surtout, n'hésitez pas. On va attendre quelques minutes. Moi, pendant ce temps, j'abonde dans le sens de Monsieur Auboin. Les SKIC peuvent être effectivement des solutions très intéressantes. Surtout, comme on l'a vu, il y a des multitudes d'acteurs. Donc, ça permet au moins d'être au même niveau et de répondre à tous les besoins tout en ayant un business model qui peut tenir. Donc, pas d'autres questions. Apparemment, aujourd'hui, nos participants sont timides. Mais dans tous les cas, ils ont les contacts sur la présentation. Je suppose que vous tous, côté conférencier, vous êtes d'accord pour qu'on vous envoie un mail si besoin de précision. Sinon, on les enlèvera. Bien sûr. Jonathan, on a une autre question de Madame Reyes sur le MOB encore. Quels étaient les territoires d'expérimentation? Pardon, j'ai mis du temps à me démuter. Donc, les deux territoires d'expérimentation, ce sera Mulhouse, Alsace Agglomération et l'Île-de-France. Très bien, donc s'il n'y a plus de questions, je vais finir. Donc merci à tous. Et donc vous aurez accès au replay et à la présentation
qu'on vous enverra et elle sera aussi disponible sur la chaîne de France Mobilité. Si vous souhaitez donc en savoir plus, je rappelle un petit mot, mais sur le portail France Mobilité et Aide Territoire, vu que vous êtes bénéficiaire d'aide, écrivez-nous donc à l'adresse qui s'affiche juste au-dessus. Et dernier mot pour terminer, si ce webinaire vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire aux 2 autres webinaires à venir sur d'autres thématiques de la mobilité. Le 7 octobre, entre 14h30 et 16h30, on aura le plaisir de parler du plan de relance et des financements associés pour la mobilité. En tout cas, merci à tous nos intervenants pour ce webinaire. Et merci à vous aussi en tant que participant d'avoir assisté à ce webinaire.